Imaginez un jeune homme de 20 ans, héritier d'un nom prestigieux, d'une immense fortune et promis à une brillante carrière dans la haute noblesse française. Pourtant, ce n'est pas à Versailles qu'il choisit de briller, mais sur les champs de bataille d'un continent lointain, aux côtés de rebelles en quête de liberté. Gilbert du Motier, marquis de Lafayette, allait devenir une légende vivante, surnommé le héros des deux mondes pour son rôle décisif dans la guerre d'indépendance américaine et son engagement passionné dans la Révolution française. Mais derrière le prestige et les honneurs se cache une vie d'audace, de conviction, de trahison et de combats incessants pour la liberté. De Philadelphie à Paris, des salons aristocratiques aux prisons autrichiennes, Lafayette incarne une époque où les idéaux pouvaient bouleverser des empires, et où les idéaux pouvaient aussi coûter très cher. Né en 1757 dans une illustre famille d'Auvergne, Gilbert du Motier, marquis de Lafayette, grandit dans un monde où l'honneur, la gloire et la chevalerie imprègnent l'éducation des jeunes nobles. Orphelin de père très tôt, tombé au combat pendant la guerre de 7 ans, le jeune Gilbert hérite non seulement d'un titre prestigieux mais aussi d'une fortune considérable. Son enfance, partagée entre la rigueur militaire et les fastes de la noblesse, nourrit en lui un goût précoce pour l'action et les idéaux de liberté. Adolescent, il fréquente les salons parisiens où se mêlent aristocrates, philosophes et officiers, absorbant avec avidité les idées nouvelles qui circulent dans cette France des Lumières. Mais la vie mondaine, avec ses bals et ses intrigues, ne suffit pas à combler son esprit avide de grands exploits. Dans son cœur, brûle le désir de se distinguer sur les champs de bataille, de se forger un nom par ses propres actions, et non seulement par son héritage. C'est à l'âge de 17 ans qu'il entre dans l'armée, rejoignant le prestigieux régiment des Mousquetaires Noirs. Là, il s'initie aux disciplines martiales, mais découvre aussi la rigidité et le conservatisme d'une armée française plus soucieuse de hiérarchie que d'initiative. Ce jeune officier au regard déterminé commence alors à rêver d'horizons lointains, là où il pourrait mettre sa fougue au service d'une cause juste. Lorsqu'il apprend, en 1776, que les colonies américaines se sont soulevées contre l'Angleterre pour réclamer leur indépendance, son imagination s'enflamme. Les récits de bataille, les discours enflammés des partisans de cette révolution de l'autre côté de l'Atlantique résonnent avec ses idéaux. Pour lui, cette guerre n'est pas seulement une rébellion lointaine, c'est l'incarnation vivante de la liberté que les philosophes français évoquent dans leurs écrits. Lafayette comprend alors que son destin ne se jouera pas uniquement sur les terres de France. Ce jeune noble, encore inconnu du monde, se prépare à franchir l'océan pour rejoindre une cause qui, pense-t-il, changera le cours de l'histoire. Une décision qui fera de lui, bientôt, l'un des symboles de l'amitié franco-américaine. En 1777, Gilbert du Motier, marquis de Lafayette, n'a que 19 ans, mais déjà, l'ardeur de ses idéaux dépasse largement son jeune âge. Les rumeurs qui parviennent d'outre-Atlantique parlent d'un peuple en lutte contre la plus puissante monarchie du monde, l'Angleterre. Pour Lafayette, c'est un appel irrésistible. Il voit dans cette cause américaine l'incarnation vivante des principes de liberté et de justice qu'il chérit depuis l'enfance. Mais à la cour de France, l'ordre est clair, ne pas se mêler ouvertement à ce conflit qui pourrait enflammer l'Europe entière. Loin de renoncer, il décide de braver l'interdit. Après de longues négociations secrètes avec des agents américains, il achète de ses propres deniers un navire, la Victoire. Pour tromper la surveillance des autorités, il organise un faux voyage vers les Antilles, tout en sachant qu'il met sa fortune, son nom et sa liberté en péril. La nuit précédant le départ, il échappe de justesse à un ordre d'arrestation envoyé par le roi lui-même, alerté par l'ambassadeur britannique. Le 20 avril 1777, dans le port espagnol de Pasage, les voiles de la Victoire se gonflent au vent. Lafayette, le regard fixé vers l'horizon, sait que ce voyage changera le cours de son destin. À bord, il emporte plus qu'un uniforme et des cartes maritimes, il transporte avec lui un rêve de fraternité entre les peuples, une conviction que la liberté ne connaît pas de frontières. Pendant plusieurs semaines, la traversée est marquée par la crainte des patrouilles anglaises et la rudesse de l'Atlantique. Mais au fil des jours, l'excitation l'emporte sur la peur. Lorsque la silhouette des côtes américaines se dessine enfin, Lafayette comprend qu'il est arrivé au seuil de l'histoire. Dans quelques jours, il rencontrera George Washington et plongera au cœur de la guerre d'indépendance, prêt à tout donner pour une cause qui n'est pas la sienne,
mais qu'il a choisie comme sienne. Lorsque Lafayette rencontra George Washington pour la première fois, en août 1777, une complicité naturelle s'installa entre les deux hommes. Malgré la différence d'âge, Washington avait 24 ans de plus, le jeune marquis trouva en lui une figure paternelle et un mentor, tandis que le général américain vit en Lafayette un allié sincère et un idéaliste dévoué à la cause de la liberté. Rapidement intégré dans l'état-major, Lafayette découvrit la dure réalité de la guerre d'indépendance, des troupes mal équipées, un manque cruel de ressources et des conditions de vie éprouvantes. Mais sa fougue et sa détermination lui valurent l'estime des soldats, qui voyaient en lui un officier proche d'eux, partageant leur quotidien et leurs privations. À peine âgé de 20 ans, Lafayette se trouve projeté au cœur des combats décisifs de la guerre d'indépendance américaine. En septembre 1777, lors de la bataille de Brandywine, il sert sous les ordres de George Washington et se distingue par un courage éclatant. Blessé à la jambe, il refuse de quitter le champ de bataille, organisant la retraite des troupes américaines avec un sang-froid qui impressionne jusqu'aux vétérans. Cette blessure, loin de l'écarter, renforce sa légende auprès des soldats comme des civils. Le jeune marquis français, noble étranger, verse son sang pour la liberté d'un peuple qui n'est pas le sien. Son courage impressionna Washington, qui comprit que ce jeune aristocrate français n'était pas venu chercher la gloire facile, mais bien défendre un idéal. Au fil des campagnes, Lafayette apprit les subtilités de la guerre en territoire américain, l'importance des alliances locales, l'art de manœuvrer avec des effectifs limités et la patience nécessaire face à un ennemi mieux armé. Washington le forma non seulement comme tacticien, mais aussi comme homme d'État, capable de comprendre la dimension politique de chaque décision militaire. Peu à peu, Lafayette gagna la confiance totale du commandant en chef. Cette relation, fondée sur le respect mutuel et une vision commune de la liberté, allait façonner non seulement la suite de sa carrière militaire, mais aussi son destin politique, de l'autre côté de l'Atlantique. 2 ans plus tard, en 1781, il joue un rôle central dans l'épisode le plus célèbre de la guerre, le siège de Yorktown. Alors que les troupes britanniques du général Cornwallis s'enferment dans la petite ville côtière, Lafayette coordonne avec brio les mouvements américains et français, encerclant l'ennemi et coupant toute voie de fuite. Sa ténacité oblige Cornwallis à capituler le 19 octobre 1781, marquant la victoire décisive qui mettra fin au conflit. Pour les Américains, Lafayette devient le symbole vivant de l'alliance franco-américaine. Pour la France, il est désormais un héros international, salué comme un modèle de bravoure et de fraternité entre les peuples. Ses exploits militaires, ajoutés à son charisme, scellent à jamais son nom dans l'histoire des deux nations. Lorsque Lafayette rentre en France en 1779, après ses exploits aux côtés de George Washington, il n'est plus seulement un jeune officier de noblesse provinciale. Il revient auréolé d'un prestige international, symbole vivant de la cause américaine et de l'idéal de liberté qu'il a porté. À Versailles, il est accueilli avec les honneurs, Louis XVI et Marie-Antoinette voient en lui un héros, capable de renforcer l'alliance avec les insurgés américains. Mais derrière les sourires de la cour, Lafayette sent déjà poindre les tensions entre l'ancien monde et les idées neuves venues d'outre-Atlantique. Fort de l'expérience acquise, il n'hésite pas à plaider pour un engagement plus ferme de la France dans le conflit américain. Il convainc le roi d'envoyer davantage de troupes et de navires, contribuant ainsi à préparer la victoire finale de Yorktown. Mais son retour est aussi un moment de réflexion personnelle. Il a vu, de ses propres yeux, un peuple se battre pour son indépendance au nom de principes universels. En France, il retrouve une société figée dans ses privilèges, où la noblesse vit loin des réalités du peuple. Lafayette commence alors à fréquenter les cercles intellectuels parisiens. Chez les philosophes et les réformateurs, il parle d'égalité des droits, de liberté civile, et de la nécessité de moderniser le royaume. Ses idées séduisent les esprits éclairés mais inquiètent les conservateurs. Sans le savoir, il sème déjà les graines d'un engagement politique qui le mènera, quelques années plus tard, au cœur de la Révolution française. Dans ce moment charnière de sa vie, Lafayette devient le trait d'union entre deux mondes, l'aristocratie française, attachée à ses traditions, et les idéaux révolutionnaires qui soufflent depuis l'Amérique. Et si ses pieds foulent encore les tapis rouges de Versailles, son esprit, lui, continue de voyager, vers un futur plus libre et plus égalitaire.
L'année 1789 bouleverse le royaume de France. Les États généraux sont convoqués, la Bastille tombe, et la Révolution éclate. Lafayette, auréolé de sa gloire américaine et admiré pour son engagement en faveur de la liberté, devient l'une des figures les plus en vue de cette nouvelle ère. Le 15 juillet, au lendemain de la prise de la Bastille, il est nommé commandant en chef de la toute nouvelle Garde nationale de Paris, force citoyenne chargée de maintenir l'ordre tout en protégeant les acquis révolutionnaires. En uniforme bleu orné d'une cocarde tricolore, symbole de l'union entre la monarchie et le peuple, il parcourt les rues de la capitale, salué par la foule comme un héros. Son prestige est immense, mais sa tâche est délicate, il doit à la fois rassurer le roi Louis XVI et répondre aux aspirations d'un peuple avide de changement. Sous sa direction, la Garde nationale tente d'instaurer un équilibre fragile entre l'ardeur révolutionnaire et la stabilité. Moment marquant, le 14 juillet 1790, lors de la fête de la Fédération organisée au Champ de Mars, Lafayette prête serment devant des centaines de milliers de citoyens et le roi lui-même, jurant de défendre la Constitution de France et la liberté de tout. Ce geste, immortalisé par les témoins, le place au centre de l'histoire, un pont vivant entre l'Ancien Régime et la Révolution. Mais déjà, dans l'ombre, les tensions politiques s'aiguisent, et Lafayette devra bientôt affronter des vents contraires plus violents encore. En 1790 et 1791, Lafayette se retrouve au cœur d'une tempête politique sans précédent. Héros des deux mondes, adulé pour sa bravoure en Amérique, il devient en France l'une des figures majeures de la Révolution naissante. Commandant de la Garde nationale, il tente de concilier ce qui, peu à peu, semble inconciliable, l'autorité du roi Louis XVI et les aspirations populaires à la liberté et à l'égalité. Il croit fermement en une monarchie constitutionnelle, persuadé qu'un équilibre entre pouvoir royal et droits citoyens est la clé de la stabilité. Mais les événements s'accélèrent, et chaque camp le soupçonne, les royalistes l'accusent de trahir la couronne, tandis que les révolutionnaires les plus radicaux le considèrent comme un obstacle à l'abolition totale de l'Ancien Régime. Le 20 juin 1791, la fuite du roi à Varennes bouleverse tout. Lafayette, bien que partisan du maintien de Louis XVI sur le trône, doit gérer la colère populaire et éviter une insurrection générale. Il tente alors de maintenir l'ordre, parfois en employant la force, comme lors de la fusillade du Champ de Mars en juillet 1791, un événement tragique qui ternit à jamais son image auprès des plus ardents patriotes. Tiraillé entre ses idéaux libéraux et son sens de l'ordre, Lafayette vit une période de doutes et de pressions extrêmes. Sa vision modérée, autrefois force de rassemblement, devient une ligne fragile, sur laquelle il avance en équilibre précaire, conscient qu'à tout moment, un faux pas pourrait le précipiter dans la disgrâce ou l'exil. En 1792, la Révolution bascule dans la guerre. Lafayette, fidèle à sa vision d'une monarchie constitutionnelle, prend le commandement de l'armée du Nord pour défendre la France face aux coalitions étrangères. Mais les tensions politiques à Paris s'enveniment. Soupçonné de trahison par les Jacobins et détesté par les royalistes, il se retrouve isolé. Voyant la chute inévitable de la monarchie et craignant pour sa vie, il tente de fuir vers la Hollande afin de rejoindre les alliés modérés. Son plan tourne court, intercepté par les Autrichiens, il est arrêté et accusé d'être l'un des instigateurs de la Révolution. Commence alors pour lui une épreuve terrible, l'emprisonnement à la forteresse d'Olmütz, en Moravie. Pendant plus de 5 ans, il vit dans des conditions spartiates, privé de liberté, malade et affaibli. Les murs glacés et humides, les longues nuits sans espoir, et l'incertitude sur son sort minent son moral. Pourtant, Lafayette conserve une force intérieure remarquable. Il entretient son esprit par la lecture et reste persuadé que la liberté triomphera un jour. Ce n'est qu'en 1797, grâce à l'intervention du général Bonaparte lors des négociations de Campo Formio, qu'il retrouve enfin la liberté. Affaibli physiquement mais toujours animé par ses idéaux, il sort de prison en héros pour les partisans de la liberté, symbole de résistance face aux extrêmes. Lorsque les portes de la forteresse d'Olmütz se refermèrent derrière lui en 1797, Lafayette n'était plus le héros acclamé qui avait traversé l'Atlantique pour défendre la liberté. Affaibli physiquement, marqué par des années de privation et de solitude, il retrouvait enfin la lumière du jour, mais son retour à la vie publique était semé d'embûches. La France de 1797 n'était plus celle qu'il avait laissée,
la Révolution avait dévoré ses enfants, le Directoire régnait dans une atmosphère de méfiance, et le nom de Lafayette, symbole d'un monarchisme constitutionnel révolu, inspirait autant de soupçons que de respect. Contraint de rester à l'écart, il se réfugia dans la discrétion, d'abord en exil en Hollande, puis sur ses terres de la Grange-Blénaud. Là, loin des intrigues politiques, il se consacra à sa famille, à ses domaines et à l'entretien d'une correspondance foisonnante avec ses anciens compagnons d'armes, parmi lesquels Thomas Jefferson et George Washington. Pourtant, dans son cœur brûlait encore la flamme de l'idéal, liberté, justice et droits de l'homme. Il refusait les honneurs du consulat et de l'Empire, déclinant toute collaboration avec Napoléon Bonaparte, qu'il jugeait trop autoritaire. Peu à peu, Lafayette devint une figure de mémoire plus que d'action. En France, son influence politique s'effaça, mais en Amérique, il restait un héros de l'indépendance, vénéré comme un frère d'armes. Ses années d'exil et de retrait ne furent pas une abdication, mais une attente. Il observait, écrivait, et se préparait à reprendre la parole lorsque l'histoire lui offrirait une nouvelle tribune. Car pour Lafayette, même oublié, après les tempêtes révolutionnaires, l'exil amer et les décennies de silence forcé, le marquis de Lafayette retrouve la lumière publique sous la monarchie de Juillet. En 1830, alors que le trône vacille sous la pression des Trois Glorieuses, l'ancien héros de l'indépendance américaine se tient à nouveau au cœur de la tourmente politique. Louis-Philippe d'Orléans, nouveau roi des Français, sollicite son soutien pour asseoir la légitimité de son règne. Lafayette, désormais auréolé d'un prestige international, accepte de commander la garde nationale une dernière fois, non pas pour servir une couronne, mais pour défendre l'ordre et la liberté. Ce n'est plus le jeune fougueux qui avait embarqué clandestinement vers l'Amérique, ni l'homme pris entre monarchie et révolution, c'est un vétéran de toutes les causes, qui parle avec l'autorité tranquille de l'expérience. Il plaide pour une monarchie constitutionnelle respectueuse des droits du peuple, et met en garde contre les excès de la répression. Sa voix, écoutée jusque dans les salons parisiens et au-delà de l'Atlantique, incarne une passerelle vivante entre 1776 et 1830. Dans les dernières années de sa vie, Lafayette reçoit la visite de jeunes républicains et de figures étrangères venues chercher conseil. Ses mots sont empreints de sagesse et de modération, mais aussi d'une fidélité inébranlable aux idéaux de liberté. Lorsqu'il s'éteint en 1834, c'est toute une époque qui disparaît avec lui, celle où un aristocrate français pouvait devenir, par conviction, un soldat des droits universels. Marquis de Lafayette, héros des deux mondes, reste dans l'histoire comme l'incarnation du courage, de l'engagement et de la fidélité aux idéaux de liberté. Jeune noble prêt à risquer sa fortune et sa vie pour la cause américaine, il sut aussi, malgré les tempêtes révolutionnaires, défendre avec constance ses convictions humanistes. Son nom évoque aujourd'hui l'amitié indéfectible entre la France et les États-Unis, mais aussi le rêve d'un monde où la liberté et l'égalité triomphent de la tyrannie. En marchant sur les pas de Lafayette, on comprend qu'un seul homme, armé de sa détermination et de ses valeurs, peut influencer le cours de deux nations et inspirer des générations entières. Son héritage, gravé dans la pierre et la mémoire collective, nous rappelle que la liberté n'est jamais acquise, elle se conquiert et se défend chaque jour. Si tu veux que ces récits historiques continuent de vivre à travers des images, des mots et des émotions, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification, et partage cette vidéo autour de toi. Dis-nous en commentaire, quel personnage veux-tu voir renaître dans une prochaine grande fresque historique ?